Merci de me permettre de présenter avec vous quelques fondamentaux des médecins. Les médecins sont des prescripteurs, j'en fais partie, vous en êtes, et donc par conséquent ils sont humains, ils peuvent faire des erreurs. Il reste que notre but c'est d'essayer de limiter ces erreurs et je vais focaliser mon propos sur celui des interactions médicamenteuses. Voici un peu le plan de ce que je souhaite vous présenter. Je crois qu'on ne peut pas parler d'interactions médicamenteuses sans arrière-pensée quant aux conséquences de ces interactions, autrement dit les événements indésirables médicamenteux ou en anglais adverse drug effect. Il faut voir qu'est-ce qui va prédominer, qu'est-ce qui va prédisposer à la survenue d'un événement médicamenteux. On en arrive donc au chapitre de l'impact des interactions médicamenteuses sur les événements indésirables. Et puis je vais vous illustrer bien sûr quelques associations thérapeutiques dont il faut se méfier. Les seniors consomment un certain nombre de médicaments. À peu près 20% des Français consomment 40% des médicaments en France. Et c'est tout naturel puisque la comorbidité augmente avec l'âge, vous le savez. Par contre, les seniors, ils paient un tribut un peu plus important que les gens jeunes aux événements indésirables médicamenteux. Et ce n'est pas que lié à la quantité de médicaments qu'ils prennent. Et j'attire votre attention sur cette première définition. Quand on parle d'un événement indésirable médicamenteux, c'est un événement qui n'était pas attendu, à une dose normale de médicaments et qui survient. Et c'est donc ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas forcément de responsabilité du médecin. Parce que si vous donnez un comprimé que la personne est allergique à ce médicament, qu'elle ne le sait pas et vous ne le savez pas, c'était bien un événement inattendu, mais ça reste un événement indésirable médicamenteux. Si je me trompe dans la posologie, ou si le malade se trompe dans la compréhension de la posologie, évidemment, on peut avoir des conséquences. On aura des conséquences s'il y a un surdosage des médicaments. On aura des conséquences si brutalement on oublie de represcrire, vous savez, ce petit comprimé du soir qui n'est pas un traitement dans l'esprit des gens âgés, c'est juste un médicament pour dormir. Celui qu'on vous dise, n'oubliez pas de m'en remettre un peu, vous savez, comme quand on va chez le supermarché, mettez-moi 2 paquets de lessive. Et puis on en arrive à la toxicité et à l'interaction. Donc j'en viens aux déterminants des interactions médicamenteuses et très schématiquement, vous ne devez pas prendre l'entière responsabilité de ce qui peut se passer quand vous êtes à l'origine ou quand vous êtes associé à un événement indésirable médicamenteux. Déjà, il y a des éléments qui sont patient-dépendants. Vous êtes des gériatres ou vous êtes attirés par cette discipline qui est la nôtre. Vous savez que des composantes gériatriques, je pense en particulier à la cognition, mais aussi à la privation sensorielle, sont évidemment des facteurs qui prédisposent aux événements indésirables médicamenteux. Alors, il y a des événements aussi médecin-dépendants. C'est vrai que le médecin peut générer un événement indésirable parce qu'il connaît mal le médicament, parce qu'il n'a pas assez fait son travail d'éducateur thérapeutique, et il peut participer à l'événement indésirable. Et puis, il y a le médicament dépendant. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que nous avons un cerveau qui contient de belles cellules, mais on a une capacité de stockage qui est quand même limitée. En vieillissant, ça s'effiloche, j'ai cru comprendre, de la science. N'empêche qu'on ne peut pas tout retenir, et le chapitre des interactions médicamenteuses est particulièrement difficile parce qu'il faut penser à associer pas que 2 médicaments, mais une liste d'environ 7,60 médicaments par client qui génère aux alentours de 150 interactions médicamenteuses si vous multipliez les binômes. Donc là, notre cerveau est largement saturé. Les événements indésirables médicamenteux, ils sont bien évidemment soutenus par la polymédicamentation. Vous savez que l'Académie nationale de pharmacie a défini ce terme par plus de 5 médicaments par jour. Et je vous cite ce travail très intéressant de Paul Janssen en Néderlande, où 50% des gens de plus de 65 ans prennent plus de 6 médicaments par jour. À l'hôpital, dans mon service, on vient de faire un travail très récent, on est à 7,8 médicaments par jour en moyenne, ce qui n'est pas sidérant. On est dans le ventre mou comme je crois on l'est beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur la dernière ligne que le nombre de médicaments prescrits génère beaucoup d'effets secondaires. Plus j'en ai, plus j'ai d'effets secondaires. Alors on en vient doucement au DDI, Drug-Drug Interactions, et j'aime bien ce terme, pourtant je ne suis pas un anglo-cise majeur, mais c'est bien Drug-Drug Interaction, l'interaction entre 2 médicaments. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, la définition de cette interaction médicamenteuse, c'est celle-ci. C'est toute anomalie qui survient lorsque j'associe 2 médicaments, cette anomalie ne survenant pas si je dissocie la prise de ces 2 médicaments. Je prends un médicament le jour 1, je prends un médicament le jour 2, il ne se passe rien. Je prends les 2 médicaments le jour même, il se passe quelque chose. C'est bien la coexistence de ces 2 comprimés, de ces 2 traitements qui va poser des problèmes.
Alors, est-ce que les gens âgés en ont? Ben oui, les gens âgés, ils en ont. Vous voyez que quand on prend, et c'est Thomas Hanlon qui a publié ça il y a quelques années, les listes des comprimés que nous prescrivons aux gens âgés, nous collectivement, eh bien, vous avez une proportion d'interactions médicamenteuses théoriques, bénignes, plus sévères, je ne sais pas, qui varie de 6 à 40%. Heureusement, les interactions médicamenteuses, à l'exception de certaines, sont le plus souvent mineures. Le principe, par exemple, que vous connaissez, c'est je prends un médicament qui est fixé aux protéines, les gens âgés ont volontiers des protéines dans le sang un peu basses, et donc la quantité de la fraction libre du médicament augmente et son efficacité augmente. Il y a certains médicaments pour lesquels c'est vrai, vous connaissez les anticoagulants par exemple, mais il y a d'autres médicaments où il ne va pas y avoir de traduction clinique de ça. Mais il y a quand même une modification pharmacocinétique si on dosait le médicament. Ce qui est intéressant, c'est qu'un événement indésirable médicamenteux, notre boulot, c'est de dire est-ce qu'il est évitable ou pas. Et justement, dans le domaine des interactions, si on a l'outil, le livre ou l'informatique aujourd'hui permettant de dépister les interactions, eh bien à ce moment-là, on va peut-être pouvoir avoir une alerte nous disant « Cher ami, tu fais une bêtise. Attention, ce médicament-là agit avec tel médicament de la liste. » Sans quoi, on est évidemment exposé à un événement. Mais j'attire votre attention sur la dernière ligne qui finalement résume peut-être l'intérêt de ce sujet. Environ 1 personne sur 6 qui a un événement indésirable médicamenteux, cet événement indésirable médicamenteux est lié à une interaction et non pas à une erreur de dose, à tout ce que vous voulez, tout ce que nous avons vu avant. Alors voilà des grands... J'ai trouvé ça marrant, enfin moi ça m'a fait marrer, surtout si ce n'est pas moi qui en suis responsable. Vous avez des interactions comme ça. Vous prenez la première partie, la pharmacocinétique. J'adore cette définition. Regardez en bas. La définition de la pharmacocinétique, ça tient du Merck's Geriatrics. C'est ce que le corps fait au médicament. Ce que l'organisme va bidouiller dans le médicament. J'aime beaucoup cette science pharmacologique expliquée comme ça. Vous associez à un sucralfate, un tampon gastrique, avec une fluoroquinolone, vous diminuez l'absorption de la fluoroquinolone, donc vous aurez une efficacité anti-infectieuse réduite. Vous associez un anticholinergique classique, on les aime pas bien, nous, les anticholinergiques, pour plein de raisons, et de la L-Dopa. Vous avez, c'est très intéressant, un anticholinergique, c'est un gastroparétique. Vous allez stocker la L-Dopa dans l'estomac, vous allez avoir des effets on-off. On va relarguer des quantités de L-Dopa brutales parce que vous avez un trouble de la vidange gastrique d'origine iatrogène. Vous continuez, warfarine ANS, je ne vous fais pas de dessin, c'est classique. Pharmacodynamique, c'est les interactions propriétés. Aspirine et antivitamine K ou anticoagulant, il y a des propriétés anti-agrégantes, risque hémorragique. Si vous continuez, médicaments et alimentation, vous savez que les antituberculeux doivent être pris à jeun au risque d'avoir une mauvaise absorption du médicament et donc une efficacité anti-infectieuse réduite. Et on peut diminuer, continuer comme ça. Vous avez une hyperplasie bénigne prostatique parce que je suis un homme âgé, j'ai des anticholinergiques, je suis exposé à la rétention parce qu'au départ, j'ai la déficience, cette hyperplasie bénigne prostatique qui est un signe du vieillissement éminemment classique, etc., etc. Et je n'oublie pas les pathologies cognitives, en particulier du malade âgé atteint de syndrome démentiel, anticholinergiqué, avec un risque confusiogène. Alors j'en viens à des exemples, et je vais vous citer un travail que nous avions fait il y a 20 ans dans le service, et ça m'a tout de suite rajeuni. Il ne faut pas rater ces moments-là dans la vie. Quand on peut rajeunir pour pas cher, vous ne privez pas. Alors, c'était une population âgée hospitalisée dans notre service de court séjour et on avait pris la base du dictionnaire Vidal et on avait regardé à l'entrée toutes les interactions médicamenteuses théoriques entre tel et tel médicament. Et on avait regardé à la sortie si les hospitalisations étaient pour partie ou totalement en rapport avec un événement indésirable et on avait essayé de voir s'il y avait une connexion entre l'interaction médicamenteuse et l'événement indésirable. Il y avait environ 900 personnes. Ils avaient 83 ans à l'époque. La moyenne d'âge de mon service maintenant est de 86 ans,9. Et 15% venaient de maisons de retraite. Maintenant, c'est ringard, ça s'appelle des EHPAD. C'est beaucoup plus joli peut-être. 90% recevaient plus de 2 médicaments et la moyenne était de 5,1, elle est de 7,8 maintenant. C'est assez intéressant. On a travaillé abondamment sur la réduction de la prescription, mais on a démontré qu'il y avait d'excellents médicaments pour les gens âgés, on en a donné plus, et je ne crois pas qu'on ait tort, je crois qu'on augmente la quantité. Alors on a regardé le nombre de médicaments et le nombre d'interactions médicamenteuses. Oui, il y a bien une liaison mathématique. 538 malades avaient au moins 1087. Alors j'aime autant vous dire que pour vous penser à 1087 interactions médicamenteuses chez 538, il faut vraiment un cerveau hyper productif ou des cerveaux productifs. 190 environ événements indésirables médicamenteux chez 130 personnes.
Ça représente 15% de la population, c'est beaucoup, hein. Un malade sur 6 qui a un événement indésirable médicamenteux. Et vous voyez qu'il y avait 140 interactions qui étaient potentiellement en charge de cet événement indésirable médicamenteux. Alors, quels étaient les hits? C'est la faute de Olivier et de ses collègues. Les responsables sont des médicaments du cœur. Et les deuxièmes responsables, c'est les psychotropes. Bien sûr, je plaisante. C'est lié à la prévalence des maladies cardiovasculaires et neuropsychologiques. Alors, vous voyez, diurétique, digitalique. Alors, les mécanismes peuvent être une hypokaliémie arythmogène. Je vous rappelle qu'on est en 96 et les digitaliques, on en prescrivait encore en quantité significative à l'époque. Hein. C'est ringard. C'était pas ringard en 96, c'est moins d'actualité maintenant. Et méfiez-vous du terme ringard en médicaments, parce qu'on retrouve des fois des vertus à des anciens médicaments quand on est dans l'impasse qu'il ne faut pas négliger. Diurétique IEC, vous connaissez, hein, le risque d'insuffisance rénale aiguë, on en reparlera. Benzodiazépine antidépresseur, benzodiazépine plus benzodiazépine, IEC sel de potassium. Je crois que la deuxième ligne est intéressante parce qu'elle reste parfaitement d'actualité. Le diurétique IEC reste un traitement efficace de l'hypertension artérielle, de l'insuffisance cardiaque, en particulier à fonction systolique. Donc, c'est une interaction qui reste pertinente et logique. Et quand je prescris 2 inhibiteurs du système rénine-angiotensine, je le veux. Et l'interaction peut arriver. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est évitable, mais souhaitable. Alors, voilà les conséquences cliniques qu'on avait vues. Des syndromes confusionnels en abondance, des hypotensions artérielles ou orthostatiques 20%, l'insuffisance rénale fonctionnelle. Les dyscaliémies, finalement, étaient modestes parce que les docteurs, depuis très longtemps, ils savent très bien que quand on donne un thiazidique, il faut surveiller la kaliémie et voire supplémenter en sel de potassium. C'est un peu comme la morphine et la constipation. On ne voit plus ces énormes constipations parce que maintenant, c'est automatique l'association, et on a réduit la constipation fonctionnelle, troubles de conduction, anticholinergiques, vous voyez qu'il n'y avait pas trop de... à mon avis, on avait été un peu léger. À l'époque, il n'y avait pas de référentiel sur la liste des anticholinergiques aussi bien définie qu'aujourd'hui. Alors voilà, le petit classique, je vous le relivre parce qu'il est tellement magique, c'est l'interaction médicamenteuse entre les diurétiques, les thiazidiques, les IEC. Vous avez ce schéma, c'est un glomérule pour nul, c'est-à-dire ce qui me convient parfaitement. Retenez que le glomérule, c'est ce qu'il y a au milieu, et la pression capillaire dans le glomérule doit absolument rester constante. Constante. Donc l'organisme, il a un système d'amont, qui est ici l'artériole afférente. L'artériole efférente est ici, et vous avez donc une régulation par les prostaglandines, et ici par l'angiotensine 2. Et puis donc, vous avez cette pression. Et vous voyez que si j'ai la même pression ici que la même pression là, j'aurai donc une pression au milieu qui est stable. Alors maintenant, quand on anime ça, quand je prends un anti-inflammatoire non stéroïdien, je vous rappelle que vous prescrivez des AILS peut-être, et les gens âgés en prennent sûrement sans vous le dire. Parce que l'aspirine, ce n'est pas un médicament, c'est juste quand j'ai mal. Eh bien, on va serrer l'artère afférente. Donc, si je diminue l'entrée du flux sanguin dans le glomérule, il y aura une pression qui va être anormale. Alors maintenant, on va se passer de l'autre côté. J'utilise un inhibiteur d'angine de conversion. Je vasodilate l'artériole efférente. Et à ce moment-là, je vais me retrouver avec également une dysrégulation. Et si je fais A plus B, eh bien, ça fait un joyeux bazar. D'un côté, vous serrez l'entrée, de l'autre côté, vous dilatez. La pression au milieu va diminuer et vous aurez l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle de cette association médicamenteuse. J'en reviens aux cascades des événements. Autre point, c'est le docteur qui persiste et signe, qui s'entête. Je donne un AINS, j'aggrave l'hypertension, il a une mauvaise tension, je redonne un autre antihypertenseur, il fait l'hypotension orthostatique. Deuxième ligne, j'ai un thiazidique, il a une hyperuricémie, on a oublié qu'on ne traite pas l'hyperuricémie asymptomatique, il faut que je lui donne un traitement hypouricémiant, il fait la toxidermie. Je vous rappelle que l'allopurinol, c'est un formidable médicament, mais c'est puissamment toxique, en tout cas exposant à la toxicité dermato. Puis dernière ligne, j'ai un neuroleptique à propriété anticholinergique, un syndrome extrapyramidal. Alors on suspecte une maladie de Parkinson, on donne de la L-Dopa, je fais la confusion et je tombe. Je vous le fais court, hein, mais si vous n'avez jamais croisé ça, vous ne voyez pas beaucoup de gens âgés, hein, c'est pas possible. Alors, la cascade qu'on connaît bien, c'est celle des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et de l'incontinence urinaire. L'acétylcholinestérase, ça augmente le taux d'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est le neuromédiateur de la contraction vésicale. Donc, je génère des contractions vésicales quand j'ai un taux sérique qui augmente d'acétylcholine. Et qu'est-ce qu'on fait quand j'ai une incontinence urinaire par impériosité? On va me donner un anticholinergique. Et donc, je vais inhiber l'acétylcholinestérase. Donc là, je vais avoir un antagonisme, plus exactement, entre l'inhibiteur de l'acétylcholinestérase et mon anticholinergique. Donc, finalement, vous voyez que cette étude-là, 44 000 personnes, hein, je vous le fais vite, ils n'avaient ni incontinence au début, ni anticholinergique.
on leur donne un anticholéstérasique parce qu'ils avaient tous une maladie d'Alzheimer. Vous voyez qu'on va systématiquement prescrire plus d'anticholinergiques au cours du suivi de cette cohorte de malades d'Alzheimer avec un anticholéstérasique. Et pour une incontinence urinaire en particulier, vous voyez que le risque de prescrire un anticholinergique quand j'ai une acétylcholinéstérase inhibée et une incontinence urinaire induite, il est multiplié par un 6. Donc vous voyez cette espèce de cascade liée aux interactions médicamenteuses. Et je finirai par ce travail que j'ai trouvé fort intéressant. C'est un travail un petit peu ancien, mais je pense qu'il est toujours d'actualité. Le titre est éloquent, c'est les interactions médicamenteuses chez les gens âgés hospitalisés pour un événement iatrogène. Là, on va focaliser sur « je suis à l'hôpital parce que j'ai un événement indésirable qui est la cause de mon hospitalisation ». Vous voyez, c'est pas « on l'enregistre au hasard ». C'est un registre, vous connaissez peut-être cette banque américaine de l'Ontario, c'est un méga truc où ils peuvent lister toutes les ordonnances et donc ils vont faire 3 cohortes de gens. La première cohorte, c'est des diabétiques traités par un sulfamide qui n'est pas disponible en France, on est en 2003, mais c'est la bande à sulfamide, j'ai vérifié ce matin sur le dictionnaire américain, c'est une demi-vie entre 12 et 24 heures, donc ce n'est pas des demi-vies majeures. Hein. Deuxième cas, on va regarder les gens qui ont de la digoxine et troisième cohorte, des gens qui ont un IEC. On va suivre ces gens et on va regarder la première prescription où un événement iatrogène est à l'origine de leur hospitalisation. Vous voyez, et ce suivi va être dans cette immense cohorte d'environ 7 ans, parce que l'Ontario, c'est des millions de personnes qui sont surveillées sur le plan médicamenteux. Et puis on va faire une étude cas témoin dont les détails sont résumés ici. Voici les événements de type DDI, qui sont recherchés, c'est-à-dire les événements iatrogènes, en particulier en lien avec cette interaction. Hypoglycémie associée au cotrimoxazole, autrement dit le Bactrim. Vous savez que les sulfonyrés, en fait, vous avez les sulfamides antibactériens, mais vous avez aussi les sulfamides hypoglycémiens. Donc il y a une interaction. Donc là, ils disent, on va regarder le gliburide, ce fameux antidiabétique hypoglycémiant, et on va regarder s'il y a un lien avec la prise récente de cotrimoxazole. Le cotrimoxazole, il agit sur ce cytochrome machin bidule qui modifie le métabolisme des sulfamides. La toxicité de la digoxine, elle est potentialisée par la clarithromycine. J'avoue que je l'avais un petit peu oublié, celui-là. Alors, on est toujours en 2003, il y a toujours encore de la digoxine. Et en fait, la clarithromycine, elle va modifier une P-glycoprotéine. C'est cette glycoprotéine qui est particulièrement investie dans les AOD qu'on prescrit actuellement. Et donc, cette glycoprotéine étant inhibée, la clairance de la digoxine est réduite, et donc le taux sérique de digoxine augmente, et le risque de toxicité aussi. Et dernière ligne, épargnure potassique, diurétique, et hyperkaliémie, et IEC, un classique que vous connaissez. Eh bien, les résultats, ce n'est pas tellement ça que je vais vous montrer, mais on va calculer la probabilité de survenue d'une interaction médicamenteuse liée à la prescription récente des 2 médicaments. Au long cours, j'ai un sulfamide, tiens, je vais regarder si récemment, je n'ai pas eu un cotrimoxazole, en plus, quand j'ai eu une hypoglycémie qui m'a conduit à l'hôpital. Vous voyez, on va corréler les liens. Et regardez ces chiffres. Quand j'introduis récemment l'antagoniste médicamenteux, j'ai plus d'hypoglycémie en associant au long cours un sulfamide et une prescription récente d'un antibiotique de type Bactrim, multiplié par 6. Toxicité de la digoxine quand j'associe la digoxine et un antibiotique clarithromycine. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'infection hivernale bronchique, je suis au long cours sous digoxine, j'oublie qu'il y a une interaction, je ne le sais pas, il n'y a pas d'honte, eh bien, je vais générer un risque de toxicité de la digoxine. Et puis, dernier élément, 20 fois plus de probabilité quand j'introduis récemment un épargneur potassique chez un malade au long cours qui a un IEC. Donc, je trouve que ce travail il est intéressant parce qu'il montre qu'il y a un modèle pharmacologique, le médicament A interagit avec le médicament B, et il y a un modèle renforcé, puisque le médicament A, on le prenait au long cours, la vigilance du prescripteur, elle n'est pas mauvaise, mais on introduit l'élément perturbateur et on génère l'événement indésirable responsable de l'hospitalisation. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut prédire? Alors, je ne peux pas développer tous les aspects, mais je vous propose des recommandations internationales basées sur ce que je pense. Donc ça vaut que dalle, mais je me suis dit qu'on était entre nous, ça ne sortirait pas d'ici. Je crois quand même qu'il faut travailler... Attention, t'es filmé, hein? Oui. Bon, tout a été dit sur moi et tout ce que j'ai raconté. L'éducation, j'y crois, mais l'éducation en gériatrie, c'est quand même bien compliqué. Et quand nous, on est en train de regarder actuellement, on a estimé sur différents critères qu'on ne pouvait pas faire beaucoup plus d'éducation que 4 personnes sur 10. Mais il faut le faire.
La deuxième chose, je crois beaucoup quand même que l'assistance à la prescription par des logiciels qui vous alertent pour le compte, ils se mettent à clignoter en disant attention, A et B, ça ne fait pas bon ménage, C et 2, C et E, c'est pas bon. Alors, vous savez comment font les médecins? Ils font sauter les sécurités des systèmes des logiciels. Hein, parce que ça s'allume tout le temps. Moi, j'ai les noms. Hein. Et c'est pas moi, parce que moi, je ne sais pas me servir du logiciel. C'est là où j'ai trouvé. Réévaluation de la prescription, ça, je crois, ça, encore et toujours. Je commence toujours mon message chez tous les collègues en disant, vous faites un IADL, vous listez que l'autonomie pour la gestion de ce malade dans les traitements qu'il a n'est pas bonne, pensez à une potentielle conséquence. Le médicament cible, psychotrope cardiovasculaire, parce que c'est les médicaments les plus prescrits, et je n'ai rien contre ces médicaments, je plaisantais tout à l'heure, c'est simplement que c'est là où on a des événements. Utilisez le médicament qu'on connaît bien. Allez pas tripoter des trucs. Quand on ne fait pas d'électricité comme moi, on ne risque pas la panne sèche, hein, parce que voilà, on ne fait pas de bêtises. Utilisez les médicaments qu'on connaît bien, lutter contre la polymédicamentation, ça reste, je crois, quand même une obsession, mais le bon médicament, c'est mieux que ce seul message réducteur, la polymédicamentation. Je crois beaucoup à la collaboration au système des pare-feux. Une infirmière qui vient préparer le pilulier, qui dit c'est quand même curieux qu'on prescrive simultanément des anticoagulants et de l'aspirine, elle a fait un boulot exceptionnel. Et quant aux pharmaciens, on les utilise moyennement, ou en tout cas très mal, à mon avis, alors que ce sont à l'évidence les gens les plus compétents pour nous aider là-dedans. Et puis, si on avait le temps, on pourrait faire un petit jeu. Alors là, bon, c'est un concours qu'on fait avec notre collègue, le professeur Devazière à Nîmes. J'ai repris la tête récemment avec une prescription, pas à moi, hein, mais voilà. Alors vous voyez qu'il y a un anti-agrégant, un imigoxine. Kenzen, c'est un ARA2, si je ne dis pas de bêtises. Et puis vous voyez qu'il y a Kenzen plus diurétique, plus Kenzen, alors ça c'est pas banal, plus autre diurétique, plus un épargneur potassique. 3 diurétiques. Ouais. Voilà. Mais c'est pas suffisant parce que de l'autre côté, il y en a encore 2 antihypertenseurs parce qu'il en faut 5. Et c'était le 10 décembre 2004, c'est pour passer un joyeux Noël à l'hôpital. Bon, soyez respectueux quand même. Et puis, alors après, on imagine que c'est une femme, parce que si c'est un homme qui a un épargneur de type Evista, ça va être embêtant. On rajoute un peu d'Actonel, et puis un petit peu d'anticox-2, vous savez, c'était, voilà. Mais ça, c'est pas grave, parce que ça agit pas avec tout ce qu'il y a au-dessus. Voilà, j'en ai fini. Cette présentation caricaturale de cette ordonnance n'est évidemment pas de notre fait, mais celle des autres. Je vous le rappelle, les hommes sont des prescripteurs, et les prescripteurs sont des hommes, et donc ils peuvent faire des erreurs. Merci de votre attention. Merci. Et puis donc pour ceux, j'ai vu qu'il y en a déjà plein qui sont allés le chercher. Il y a le guide Papa, vous savez qu'on a édité en collaboration avec le CNEJ et donc Philippe, et le CNP de gériatrie, la SFGG. Donc il reste quelques guides. Si vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez chercher le guide Papa, prescription médicamenteuse adaptée à la personne âgée. Une ou deux questions pour Philippe. Ok, digoxine, c'est vrai qu'on va en reparler tout à l'heure, mais que c'est quand même un médicament qui est à une élimination rénale, qu'on a beaucoup prescrit, puisqu'à l'époque, le traitement, c'était digitalo-diurétique, et que maintenant, on s'aperçoit quand même que chez les personnes âgées, c'est... Absolument. Absolument. Non, mais je crois que moi, je suis d'une génération où on prescrivait à l'époque des antihypertenseurs centraux. Hein, je pense à l'aldomètre. C'était un antihypertenseur central qu'on prescrivait beaucoup parce que c'était le seul qui, à l'époque, perturbait pas, c'était vrai, hein, dans le système rénine-angiotensine. Puis évidemment, alors on a dit, et on crée des hémonies hémolytiques, des hépatites. Bien sûr, mais c'était avant. Hein, je veux dire, moi, j'étais interne de rhumatologie. Sciatique, c'était Valium, INS et décontracturants. Ah, ils ne bougeaient plus, hein. Parce qu'ils étaient sédatés de chez sédatés. Et maintenant, vous savez qu'on dit le moins longtemps couché. Dès que la douleur est un peu passée, remettre debout. Vous voyez, mais c'est la médecine qui évolue. Et heureusement qu'on a tiré des conséquences de nos comportements. Je le répète, je pense qu'il faut être plus vigilant et ne pas travailler dans la sanction. Je crois qu'on n'est pas dans la sanction. On doit être collectivement vigilant. Moi, j'ai un privilège énorme. Peut-être par rapport à vous, c'est que je travaille dans une équipe et on est plusieurs à travailler sur un dossier. Et si moi je ne sais pas quelque chose, j'ai un de mes collègues qui lui sait ça parce que ça l'intéresse l'infectiologie et qu'il est plus compétent que moi dans ce domaine, eh bien tant mieux. Tant mieux, je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, on a quelques adages et il y a des ennemis. Je pense que la digoxine, maintenant, n'est pas un bon ami. Et je pense que les AINS, on ne doit plus tolérer ça sur une prescription d'un octoplus.
Voilà, mais c'est des messages un peu que la science nous a apportés, la démonstration. C'est ça que je crois. Merci beaucoup, Philippe.